je vois du jeu partout. Jean-Michel m'a demandé de faire une intervention au cours de laquelle je parlerai très peu de ce que nous faisons et plus de comment nous le faisons, pourquoi nous le faisons, c'est-à-dire où est-ce que le game design va se nicher dans une approche pédagogique. Une nouvelle fois, pour répondre à une interrogation d'Alain Tillet, je pense que, en effet, quand on va proposer des jeux de cette nature, c'est doublement important d'être capable de mettre au jour les modes de pensée. C'est-à-dire que quand on va former des gens avec des outils qui touchent de façon aussi profonde, le devoir du game designer, c'est d'être transparent sur ses propres principes, sur la façon dont il a écrit, sur la façon dont il a construit son modèle, pour donner toujours à l'enseignant quand il y a un enseignant intermédiaire et à l'élève ou à l'apprenant quand les éléments clés de l'exercice de son libre arbitre et son esprit critique. Une autre histoire qui me fait penser que tout est jeu, je serai très bref là-dessus. En 1972, Walt Disney a failli saccager une vallée magnifique qui s'appelle Mineral King dans la Sierra Nevada en obtenant une concession pour y développer une station de ski et en même temps un parc d'attractions à la Disney. Alors que fait un game designer? Il faut quand même qu'on dise un pédagogue, un enseignant, on sait ce qu'il fait, on sait comment il construit. Un game designer, c'est quelqu'un qui crée des règles de jeu, mais pas que. Et il va surtout les distribuer, on va le voir, avec des buts généraux et des buts locaux. Quand je vais jouer à un jeu qui va me prendre 12 heures, s'il doit être suffisamment addictif pour durer 12 heures, il faut que le but que je vais poursuivre sur 12 heures soit suffisamment prenant pour m'emmener jusque-là. Mais si on ne me donne pas des buts locaux qui vont me permettre d'avoir une satisfaction à très court terme et ensuite de renforcer mon plaisir de jouer parce que j'ai des récompenses, alors je n'irai certainement pas au bout des 12 heures. Et donc, il va me donner des moyens d'action et des degrés de liberté dans l'univers virtuel. Degré de liberté, c'est fondamental. Tout à l'heure, j'ai parlé de la liberté d'entrer en jeu. Créer des degrés de liberté, chaque fois qu'on crée une règle de jeu, et ça, c'est un changement de paradigme qui me paraît essentiel. Une règle de jeu dans un jeu, c'est un degré de liberté. Parce que si vous créez une règle, vous donnez le moyen aux joueurs de faire quelque chose. Alors que très souvent, une règle de jeu dans la vie, c'est un degré de privation de liberté. Et à l'école, on a quand même souvent tendance à penser que les élèves prennent les règles du jeu de l'école comme une privation de liberté. Et là, on pense de façon radicalement inverse. C'est subjectif, mais les game designers, ils fonctionnent comme ça. Si j'ajoute une règle de jeu, je vous donne un degré de liberté. Bien entendu, il ne faut pas que j'en fasse une infinité parce qu'après ça devient trop complexe, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis ensuite, il faut que je puisse commander ça dans le monde réel. Avec un jeu de plateau, je peux utiliser des dés, des pions, des cartes, c'est les moyens de commande dans le monde réel. Avec des jeux vidéo, je vais utiliser des commandes, des objets, des clics, des pinches, des tapes, des quantités de choses. Et je vais répartir tout ça dans un ordre spatial, temporel et dramaturgique. C'est-à-dire que quand je fais du jeu, je suis à la fois quelqu'un qui a une vision d'un espace que je fais parcourir à mes joueurs, j'ai une vision de la structure du temps et je fais en sorte que cette structure du temps, elle soit porteuse d'une dramaturgie. Alors, même Tetris avait une dramaturgie parce que la complexité des pièces, la vitesse à laquelle ils tombent, fait que plus j'allais vers la fin, plus j'allais nécessairement vers ma mort. C'est un jeu, je finissais toujours par perdre, mais le but c'était d'aller le plus loin possible, c'était un jeu d'endurance. Ce que fait également un game designer, c'est qu'il distribue des éléments fondamentaux du jeu. Je reviens à Caillois, il va distribuer du combat, je me confronte à d'autres adversaires, c'est Garry Kasparov ici, il va distribuer du vertige, ce sentiment de vitesse, de danse, qu'on va trouver dans les jeux de combat, qu'on va trouver dans les jeux de simulation, de course, etc. Il va distribuer du mimétisme, c'est-à-dire le fait de devenir quelqu'un d'autre, de se déguiser, comme dans World of Warcraft, je mets un masque, c'est le carnaval de Venise, et il va distribuer de l'aléa, c'est-à-dire du hasard, ces moments où je ne peux pas contrôler le jeu, mais des choses terribles m'arrivent. Les mélanges entre ces différentes dimensions fonctionnent parfois très bien, parfois très mal. Il y a un peu de méthodologie, et ces méthodologies, elles sont un peu pareilles que dans la vie. Si vous dites à vos enfants, quand ils vous demandent un scooter, joue à pile ou face, et pile, je suis d'accord, et face, je ne suis pas d'accord,
si ça tombe sur face, je serais surpris qu'ils vous disent que vous avez été fair-play avec eux. Donc ce faisant, le game designer, il va créer de l'engagement. C'est cette fameuse recette qui permet que mon joueur, il commence au début et il va rester avec moi jusqu'à la fin. Et là, on va s'appuyer, nous, en game design, parfois sur des travaux de psychologie, comme le fameux travail de Mihaly Csikszentmihalyi, qui s'appelle Flow en anglais et Vivre en français. C'est un bouquin préfacé par Jean-Louis Servan-Schreiber, et qui décrit ce que Mihaly appelle des activités autotéliques, c'est-à-dire qu'elles sont à elles-mêmes leur propre finalité. Et ça nous a permis, nous, les game designers, d'utiliser ce système qu'il appelle l'état de flux, c'est-à-dire ce moment où ce que je suis en train de vivre, l'expérience que je suis en train de vivre, accroît sa difficulté à mesure que mes compétences progressent. Si mes compétences progressent plus vite que la difficulté, je m'ennuie. Si la difficulté progresse plus vite que mes compétences, je vais devenir anxieux, et dans ces deux cas, j'augmente le risque pour moi de lâcher, de ne pas aller au bout du jeu. Donc on va distribuer des défis et des récompenses adaptés au progrès du joueur. Tout ça, les gens d'enseignement, ça vous rappelle, j'imagine, quand vous faites de la pédagogie et que vous structurez, et que ici je prends le schéma de Sébastien Deterding, donc qui dit, ben voilà, vous avez des buts, des objectifs plus généraux, vous les regroupez en sujets et éventuellement en modules ou en cours ou en section complète pour une année. Alors, ça montre que nous, quand on fait du game design, on ne s'occupe pas juste d'amuser les enfants, de faire des choses un peu... On travaille sur des mécaniques qui sont très inspirées d'aspects psychocognitifs et qui sont profondes. Donc, comment on se rencontre avec le monde de la pédagogie? Il y a la première étape qui, moi, me fait peur, c'est ce que j'appelle Game Eating the World, pour paraphraser Mark Andreessen, qui est un venture capitaliste américain qui a parlé de Software Eating the World, qui est une vision extrêmement réelle. Qu'est-ce que c'est le jeu qui mange le monde? Il y a une formidable conférence de Jesse Schell à DICE en 2010. Donc si vous allez sur YouTube et que vous faites Jesse Schell, S-C-H-E-2-L, DICE 2010, vous allez trouver cette conférence extraordinaire où il décrit une dystopie délirante. C'est très drôle en plus, c'est un garçon très marrant, et il décrit une dystopie délirante dans laquelle on vous donne des points, des récompenses, des badges, des bonus. Et c'est souvent ce à quoi on pense quand on parle de gamification. On pense à ce réflexe pavlovien qui marche malheureusement un peu dans certains cas, qui consiste à dire on fait la même vieille chose qu'avant, mais on vous donne des récompenses et on fait de la compétition. Ça, c'est effrayant, ça sort des murs de l'école et ça va partout dans la société. On nous récompense avec plein de points, des trucs de fidélité, des machins, des trucs sociaux. Il faut afficher qu'on est meilleur que nos réseaux sociaux, etc., etc. C'est très pavlovien. Encore une fois, ça marche. Et je pense qu'en game design, nous, on essaye toujours d'aller beaucoup plus loin. Je vais encore une troisième fois utiliser le mot liberté et reprendre cette idée que quand vous donnez des degrés de liberté, là, vous faites de la délégation d'autonomie parce que c'est le joueur qui s'empare des degrés de liberté. Le premier jeu que j'ai jamais fait, c'était il y a extrêmement longtemps et je savais pas que j'étais en train de faire un jeu. J'avais un ami qui était directeur commercial d'un grand laboratoire pharmaceutique et tous les ans, ils mettaient toutes leurs forces de vente médicale et pharmacie dans un avion au mois de septembre et ils les emmenaient quelque part dans un club med qui était un peu déserté avec la fin de la saison et ils leur bourraient le crâne parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre quand on doit aller vendre à des médecins ou à des pharmaciens. Ils leur bourraient le crâne pendant 5 jours dans un environnement idyllique, mais c'était quand même du bourrage de crâne, et tous les soirs, il y avait contrôle de connaissances. Et l'expérience utilisateur de ces commerciaux était détestable. Les gens, on les emmenait en Tunisie, à Djerba et ailleurs, mais ils disaient c'était nul, ils n'aimaient pas. Et il m'a dit comment je pourrais faire pour améliorer ça. Et je lui ai dit écoute, ça va être très... Enfin, moi, je te donne une idée, je ne sais pas, qui me vient. Déjà, tu vas leur permettre de doubler leurs points sur une épreuve.
tu leur donnes un degré de liberté supplémentaire. Ils vont choisir une épreuve où ils peuvent doubler leurs points. Tu vas leur permettre de faire une impasse. Ils peuvent décider que comme ils ont dormi de 14 à 15, ils savent que ce qui a été enseigné à cette heure-là, ils n'ont pas envie de répondre, ils ne peuvent pas répondre, ils vont se prendre un plomb, ils n'ont pas envie. Donne-leur la possibilité de ne pas le faire. Donne-leur la possibilité de se mettre par équipe de 2 et de jouer à 2 sur une troisième épreuve, et c'est celui qui aura la meilleure note qui offrira sa note aux 2. Donc, quelque part, c'est un don symbolique. J'ai extrêmement envie d'avoir une super note pour donner à mon collègue, et mon collègue, il a la même chose pour me rendre l'appareil. Comme on a décidé ensemble l'épreuve qu'on allait passer à 2 avant, on aura été d'autant plus attentif, etc. Et après, du coup, comme tu as donné des degrés de liberté, tu peux faire une compétition avec un tableau de bord et un ranking. Et ça a fait un jeu. Et ça a fait un jeu dont les gens se sont emparés, c'était des règles extrêmement simples, et c'était des degrés de liberté, et c'était plus une punition parce qu'ils avaient la liberté de faire quelque chose. Si vous lisez Albert Camus, La Peste, vous vous rendez compte que le personnage de Rambert, il veut quitter Oran qui est pestiféré jusqu'au moment où il en obtient la possibilité. Quand il en a enfin la possibilité, il décide volontairement qu'il va rester. Voilà. On déteste subir, on aime prendre des décisions par nous-mêmes et avoir de la liberté. Et puis le troisième point, et j'ai constaté beaucoup d'exemples là déjà ce matin, c'est métaphoriser. Et métaphoriser, c'est là qu'on atteint l'élément cognitif, c'est-à-dire qu'on va commencer à prendre la discipline qu'on veut enseigner et on va créer les briques de gameplay à partir des éléments enseignables. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de faire de la philosophie ou l'enseignement de Machiavel en utilisant des situations, des mises en situation aussi dramatiques que celles de Game of Thrones et en mettant les gens en situation de dire dans un cas je choisis mon honneur et ça va être un bain de sang qui va ensanglanter le royaume tout entier, dans un autre cas je fais différemment, c'est moins éthique mais peut-être que ça n'aura pas le même coût, est-ce que je me range du côté du pragmatisme ou pas? Et là je commence à manipuler ces données et à m'engager et je peux aller lire l'impératif catégorique de Kant, en tout cas je sais pourquoi je le fais parce que j'en ai besoin pour venir au secours d'une décision que je suis en train de prendre. Alors nous, c'est ce qu'on fait, c'est pas évident à faire, c'est un peu complexe, mais c'est pas non maîtrisable. Là, je vous montre un schéma qui est un schéma qui est extrait d'un schéma beaucoup plus grand. Ça fait à peu près, ça c'est 10% de la surface du grand schéma, ce qu'on appelle une machine à état fini, avec des quantités d'états dans lesquels ces deux personnages-là, qui sont en train de faire une négociation, ils vont parcourir, on remplit une base de données avec des éléments mis en base de données pour chacune de ces cases, et ensuite c'est comme une bille qui se promènerait, qui fait des boucles, etc. S'il y a une structure ou une métastructure, comme plein de gens publient sur la négociation des techniques et des méthodes, nous on peut abstraire ces éléments et on décide d'enseigner via des mises en situation des choses qui répondent à ce corpus-là. Donc si vous dites que la méthode de monsieur machin, elle n'est pas bonne, nous, on veut être agnostique. Par contre, quand on applique sa méthode, on l'applique avec une extrêmement grande rigueur et beaucoup de précision. Vous pouvez utiliser des quantités de jeux de cette nature, mais derrière, il faut y avoir joué vous-même en tant qu'enseignant, bien sûr, si possible avoir joué avec des jeunes, ce sont souvent des jeux multijoueurs, et il faut organiser les temps d'échange pour que les élèves puissent aussi simplement prendre conscience de ce qu'ils ont appris. Parce que la conscientisation de la compétence, c'est un très fort moyen de l'ancrer. Puis j'ai mon petit dada, c'est mes petites équations classiques, donc C plus D égale B, C fois D égale M, et C puissance D égale A. Donc C plus D, C c'est contenu. Quand vous voulez mettre du contenu dans un jeu, je le représente par C. D c'est design et B c'est le budget. Évidemment, si vous mettez que du contenu et pas de design, vous mettez plus de contenu dans le jeu. CQFD. Donc si vous réduisez le design, ça coûte rien, c'est pas un bon jeu, eh ben c'est comme avant, on a tout mis, ça s'appelle, Catherine, elle va me virer, un livre. Non, il y a des livres qui sont super bien designés. You just lost your job. C fois D, yes. C fois D égale M. Contenu multiplié par design, c'est la motivation. C'est-à-dire que là, l'effet est multiplicateur. Quand vous mettez du design, vous allez, par les mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure, faire que votre apprenant, votre élève, il va parcourir tout le jeu. Et donc, du coup, tout le contenu
Alors que sinon, quand il n'est pas allé au bout du truc, etc., c'était pas la peine de faire tous ces efforts. Et c'est puissance t égale A, parce qu'à ce moment-là, A, c'est acquisition. Et je pense que le design, c'est le facteur de puissance du contenu pour l'acquisition, parce que quand on le fait en philosophie ou en simulation de négo, comme je vous ai décrit qu'on pouvait le faire, évidemment, l'appropriation est beaucoup plus importante que quand on se contente d'apports théoriques. Voilà, ma conclusion de la conclusion, c'est qu'il faut 3 choses. Il faut une philosophie du jeu, il faut relire Huizinga, Caillois, jusqu'à Jesse Shell, plus du game design et plus de la pédagogie pour faire des pédagogies ludiques. Il ne faut pas juste un petit peu de ça et surtout pas juste des leaderboards en ne changeant rien. Enfin, leaderboard, c'est des scores et de la compétition en ne changeant rien à la façon dont on construit le contenu. Voilà, j'ai dû dépasser mon temps, mais merci.